Ils sont extrêmement précis. Ils épient leur proie et n'attendent que le moment opportun pour s'abattre sur elle. Leur butin est énorme. Ils touchent des millions de dollars en quelques minutes de travail. Ils ne laissent jamais d'indices derrière eux. Mais pour échapper aux autorités, ils sont prêts à tuer s'il le faut. Pour démanteler ce gang de voleurs, le FBI et la police devront le surveiller de près. Il était presque 8 heures du matin le 22 décembre 1987, près de Boston, au Massachusetts. À cette heure, la plupart des gens se rendent à leur travail. Ce jour-là, un groupe de criminels de carrière s'apprêtait lui aussi à se mettre au boulot. Leur cible se trouvait à Wemont, à 30 km au sud de Boston. Ils se garèrent devant une banque à 8h30 et attendirent sans bouger. Ils n'attendaient pas l'ouverture de la banque. Le hold-up venait de commencer. Put your hands up! Look down. Don't you look at me. Don't you look at him. Ils s'arrêtèrent quelques centaines de mètres plus loin, derrière un centre commercial. Hands up! Get out! Get out! Get out! Don't move! Let's go, guys! Come on, let's go! Come on, guys, let's go! Come on, you guys, hurry up, hurry up! Come on, let's go, we're on the clock, let's go! Come on, we're almost there, let's go, let's go! Les hommes prirent la fuite avec plus d'1 million de dollars. Il s'agissait du plus important vol de fourgon blindé de toute l'histoire du Massachusetts. La police de Wemont reçut l'appel relatif à ce vol et alerta le FBI. Des policiers et des agents du FBI répondirent à l'appel en quelques minutes. L'agent spécial Jim Crawford du FBI fut parmi les premiers à arriver sur la scène du crime. Je me trouvais dans le secteur immédiat où je menais une enquête sur une autre affaire, quand j'ai entendu à la radio que des types avaient dévalisé un fourgon blindé à Wemont. En arrivant sur les lieux, seulement quelques minutes après le vol, je suis entré dans l'aire de stationnement. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs sacs d'argent par terre que les voleurs n'avaient pas pris. C'est ce qui m'a frappé le plus en arrivant. Pendant que les enquêteurs examinaient la scène du crime, ils apprirent qu'une camionnette bleue correspondant à la description du véhicule des voleurs était en flammes. La camionnette se trouvait à moins de 400 mètres de la banque.
Ce véhicule était la proie des flammes depuis une bonne dizaine de minutes. Et il n'en restait pas grand-chose. On n'a pas pu trouver son numéro d'identification ni d'indice à l'intérieur. À la banque, l'équipe d'experts ratissa soigneusement l'aire de stationnement où le vol avait été commis. On espérait trouver quelque indice laissé par les voleurs. Mais ce ne fut pas le cas. Les experts examinèrent également le fourgon blindé, mais sans plus de résultats. Le conducteur du fourgon et son coéquipier déclarèrent aux agents qu'ils n'avaient pas pu voir le visage des voleurs parce qu'ils portaient des cagoules. Comme les voleurs portaient également des gants, les experts ne purent trouver aucune empreinte digitale. Les voleurs avaient fait preuve d'un sens tactique qui intriguait les agents au plus haut point. C'était un cas inusité. Les hommes avaient vidé le fourgon en faisant un compte à rebours. L'un d'eux mesurait le temps à l'aide d'un chronomètre. Ils savaient exactement combien de temps ils allaient prendre pour perpétrer ce vol. À la façon dont ils avaient vidé le fourgon et choisi l'endroit pour mettre le feu à leur camionnette et s'enfuir, on voyait que c'étaient des professionnels. Le vol avait été tellement bien planifié et réalisé que les agents n'avaient pratiquement rien à se mettre sous la dent. Le seul indice à leur disposition était très étrange. Je crois qu'ils avaient laissé plus d'1 million de dollars par terre. Ces voleurs étaient des pros. Ils avaient laissé cette importante somme d'argent parce que l'horaire établi exigeait qu'ils partent. Cela indiquait qu'ils n'en étaient pas à leur premier vol. C'est le groupe le plus discipliné, le mieux entraîné et le plus prudent sur lequel il m'a été donné d'enquêter au cours de ma carrière de 30 ans au sein du FBI. Les agents savaient que cette enquête serait difficile à résoudre. Le gang était efficace et il avait sans doute des complices. En général, lors de vols de ce genre, on examine la possibilité que les coupables soient des gens de l'intérieur. Mais dans cette affaire, ça ne semblait pas être le cas. Les gardiens du fourgon avaient été interrogés dans le cadre de l'enquête, mais rien n'indiquait qu'ils avaient joué un rôle dans le vol. La précision des voleurs de Waymont rappelait à l'agent Crawford une série de vols perpétrés 10 ans plus tôt par le légendaire criminel de Boston, Richie Harold. Au cours des derniers mois de 1977, j'avais enquêté sur un vol de fourgon blindé de la Wells Fargo à Braintree, au Massachusetts. Lors de cette enquête, j'avais établi, grâce à des informateurs, que le suspect principal était un certain Richie Harold. Dans les années 60 et 70, Richie Harold et son gang avaient été soupçonnés de plusieurs vols de fourgons blindés. On disait d'eux qu'ils commettaient des crimes parfaits. Même si on n'avait pas trouvé d'empreinte digitale à Waymont, l'agent Crawford croyait que Richie Harold avait quelque chose à voir avec ce cas. La caractéristique commune entre le vol du fourgon de Waymont et celui de la Wells Fargo à Braintree, c'était la limite de temps qu'ils s'étaient imposée. Ils ont pris le contrôle du fourgon de façon très professionnelle. Il n'y a pas eu de témoins et ils n'ont pas laissé le moindre indice. Mais Richie Harold ne pouvait pas avoir commis le vol de Waymont. Il était mort. Il y avait toujours eu beaucoup de voleurs de fourgons blindés dans la région de Boston. Les agents savaient quoi faire. Ils s'adressèrent au milieu criminel et commencèrent à interroger les mêmes suspects que d'habitude. Dans les années 60 et 70, Charlestown avait la réputation d'être le refuge de jeunes voleurs de banques et de fourgons blindés. Ils attaquaient souvent des camions ici dans les années 70. Plus tard, des voleurs mieux organisés ont commencé à voler des fourgons blindés dans les années 70 et 80.
Pour élargir son champ de recherche, le FBI mit sur pied un groupe d'intervention formé d'agents de la police d'État et du service de police de Boston. Ils jetèrent un immense filet sur la région et interrogèrent tous leurs informateurs. On dépend vraiment de nos contacts, des types qui connaissent bien le milieu pour aller dans la bonne direction. Mais les contacts ne purent rien apprendre aux policiers. Malgré tous les efforts du groupe d'intervention, la piste des voleurs de Weymouth se termina en impasse. Le groupe d'intervention dut être dissous après un an de vaines recherches. Malgré tout, les enquêteurs croyaient qu'ils entendraient parler de ces voleurs à nouveau. Je croyais que ces types recommenceraient parce qu'ils avaient réussi leur coup. Ils avaient mis la main sur une somme d'argent considérable et rien ne semblait indiquer que la police ou le FBI les surveillait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne commettent un autre vol. Les agents s'inquiétaient toutefois que les voleurs ne se contenteraient pas de partir avec le butin quand ils recommenceraient. Les individus qui courent le risque de voler un fourgon blindé ont pour objectif de s'enfuir avec le butin, peu importe ce qu'ils devront faire pour y parvenir. Et cela inclut tuer des agents de police. Le 31 mai 1989, un an et demi après le vol de Weymouth, une banque de Fitchburg, à 100 km à l'est de Boston, fut attaquée. Les inquiétudes des agents allaient tragiquement se réaliser. Les voleurs prirent le contrôle du fourgon blindé en quelques secondes. Une fois de plus, les voleurs forcèrent le conducteur à se rendre derrière un centre commercial près de la banque. Ils agissaient exactement comme lors du dernier vol. Cette fois-ci, cependant, ils ne laissèrent que peu d'argent derrière eux. Le vol de fourgons blindés est plus lucratif que les braquages de banque, comme nous l'explique l'agent spécial Jim Crawford du FBI. Aujourd'hui, pour un vol de banque, les risques sont grands à cause des caméras de surveillance, des vitres antiballes et des sachets d'encre. En outre, les sommes volées ne sont pas très importantes. Mais quand ces types s'entraînent pour voler un fourgon blindé, ils savent que le butin en vaudra largement la peine. Ils utilisèrent une grenade fumigène afin que personne ne puisse les voir s'enfuir. Pendant que le gardien blessé du fourgon luttait pour survivre, la police se mit à la recherche des auteurs du crime. Les agents de la police d'État du Massachusetts, comme le sergent Richard Rand, tentèrent d'obtenir des descriptions des voleurs. Des gens avaient assisté au vol. Mais comme les voleurs portaient des cagoules, personne n'a pu nous les décrire ou nous donner des informations qui auraient pu nous permettre de les identifier. Les policiers constatèrent bientôt que les voleurs avaient mis le feu au véhicule qui avait servi à leur fuite. Par où s'étaient-ils enfuis ensuite? Ils étaient vraisemblablement partis dans les bois. Il y avait toutefois une rivière assez profonde qui était difficile à traverser. Plus loin en forêt, les agents trouvèrent un pont de fortune au-dessus de l'eau. Ils s'étaient donné la peine de préparer leur fuite et avaient prévu traverser ce cours d'eau sans se mouiller pour ne pas avoir l'air suspect s'ils rencontraient des gens ou des policiers peu de temps après le vol. Les agents suivirent un sentier et aboutirent dans un quartier résidentiel. De l'autre côté de la rue, il y avait un témoin potentiel. Les policiers apprirent que l'homme avait vu quelque chose seulement quelques minutes plus tôt.
celui-ci avait vu 3 hommes sortir des bois avec de grands sacs. Une voiture s'était alors approchée d'eux. Il n'avait pas pu voir les visages des hommes transportant les sacs, mais il avait vu celui du conducteur. Les policiers transmirent à toutes les unités de patrouille un bulletin spécial avec la description de la voiture et les 4 hommes à bord. Des pilotes d'hélicoptères se mirent à la recherche du véhicule. 40 minutes après le vol, les enquêteurs trouvèrent la voiture des voleurs à quelques kilomètres de la banque. Les voleurs l'avaient incendiée afin de détruire les indices. Mais contrairement à l'affaire Waymont, certains effets n'avaient pas eu le temps de brûler. Comme une couverture, un sac de banque contenant de l'argent et un sachet d'encre qui aurait dû exploser au moment où les voleurs avaient ouvert le sac. À l'évidence, les voleurs avaient beaucoup d'expérience, car ils savaient comment ouvrir un sac d'argent sans faire exploser les sachets d'encre. Cette fois-ci, les flammes n'avaient pas détruit le numéro d'identification du véhicule. Normalement, la plaquette où se trouve ce numéro résiste au feu et on peut la voir à travers le pare-brise. La première chose que les policiers ont faite a été de vérifier ce numéro. Le véhicule avait été volé quelques mois plus tôt à Waymont, au Massachusetts. Le FBI disposait finalement d'indices qui lui permettraient de se mettre à la recherche des voleurs. Le 31 mai 1989, le FBI et la police enquêtaient sur le vol d'un fourgon blindé. Les voleurs s'étaient enfuis avec plus de 800 000 $. Ils avaient tiré sur un des gardiens. Les voleurs l'avaient laissé dans l'aire de stationnement de la banque. Des ambulanciers conduisirent l'homme de toute urgence à l'hôpital. Miraculeusement, celui-ci survécut. À quelques kilomètres de la banque, les enquêteurs trouvèrent la voiture incendiée des voleurs. Grâce à son numéro d'identification, ils découvrirent qu'elle avait été volée quelques mois plus tôt à Waymont. Les policiers trouvèrent une autre voiture incendiée à l'arrière de la banque. Ils croyaient que les voleurs avaient mis le feu à ce véhicule pour créer une diversion. Les policiers et les agents du FBI eurent alors un coup de chance. Ils trouvèrent une fusée éclairante qui n'avait pas brûlé entièrement. On avait également signalé le vol de cette voiture, mais les voleurs n'avaient pas eu à en trafiquer le système d'allumage. Ces indices seraient très utiles aux agents du FBI. Il fallait agir vite, car les voleurs n'avaient pas hésité à tirer sur le gardien. Il devenait de plus en plus dangereux. Malgré les nouveaux indices, le sergent-chef Richard Rand de la police d'État du Massachusetts pensait qu'il serait difficile de mettre le grappin sur ces voleurs. Ils avaient mis au point un bon plan pour commettre ce vol et également pour prendre la fuite et détruire tous les indices que les policiers auraient pu recueillir. Ils avaient bien fait leur devoir. Ils connaissaient l'horaire du fourgon blindé. Ils connaissaient aussi les heures d'ouverture de la banque. Ils savaient tout ce qu'ils devaient savoir pour mener leur plan à bien. Et tout avait bien fonctionné. Les agents interrogèrent des témoins et apprirent que les voleurs utilisaient du ruban adhésif pour coller leurs manches et leurs gants ensemble, de même que leurs pantalons et leurs bottes. Ces voleurs étaient très astucieux. Ils s'assuraient qu'ils ne laisseraient pas même de micro-indices sur les lieux du crime. Les enquêteurs ne trouvèrent aucun indice utile dans le fourgon blindé, ni douille de projectiles sur la scène du crime. Le vol de Fitchburg ressemblait tellement au vol de Waymont commis 18 mois plus tôt qu'il retint l'attention de l'agent spécial Jim Crawford du FBI. Les vols de Fitchburg et Waymont avaient été perpétrés de façon professionnelle. Dans les deux cas, les voleurs se chronométraient.
Ils savaient exactement de combien de temps ils disposaient aux abords du fourgon. Ils avaient utilisé des bombes incendiaires dans les 2 véhicules, leur ayant servi à prendre la fuite. Ces types savaient exactement ce qu'ils voulaient et ils savaient comment l'obtenir. Mais le FBI et la police n'en savaient toujours pas plus sur ce gang, sinon qu'il avait de l'expérience et qu'il était dangereux. Il faudrait toutes les armes de l'arsenal du FBI pour arrêter ces voleurs. Les enquêteurs explorèrent la piste la plus prometteuse du vol de Fitchburg, la voiture incendiée. Ils apprirent que ce véhicule avait été volé 6 mois plus tôt à Weymouth. Comme le système d'allumage n'avait pas été trafiqué, les policiers soupçonnaient les voleurs d'avoir eu en leur possession la clé de cette voiture. J'ai interrogé son propriétaire. Il avait déclaré que sa voiture était volée, mais en fait, c'était son ami qui lui avait annoncé que sa voiture avait été volée. Apparemment, celui-ci l'avait garée quelque part pour constater plus tard qu'elle avait disparu. Le nom de l'ami qui avait emprunté la voiture était Greg Hicks. FBI. Speak to you a second, please. Les enquêteurs avaient certaines raisons de penser que Hicks était lui-même un des voleurs. On a découvert qu'il avait un dossier criminel pour plusieurs délits mineurs et des vols d'auto. De plus, il semblait qu'il avait des problèmes de dépendance à la drogue. Craig will show you a picture. Les enquêteurs pressèrent Hicks de tout leur dire concernant cette voiture. Ça n'a pas été très difficile. Après lui avoir parlé de la gravité du vol de fourgon et du fait qu'on avait tiré sur un gardien, il a compris. C'était des crimes graves et comme il était la dernière personne à avoir eu la voiture en sa possession, il pouvait avoir été mêlé au vol. Il a reconnu que la voiture n'avait effectivement pas été volée, mais qu'il l'avait empruntée, puis passée à quelqu'un. Ensuite, il était allé voir le propriétaire afin que celui-ci signale le vol aux autorités. Greg Hicks reconnut également qu'il avait volé la berline utilisée pour le vol de Fitchburg. Il ajouta qu'il avait donné ces 2 voitures à un certain Carl Tucker le jour précédant le vol du fourgon blindé à Fitchburg. Les enquêteurs interrogèrent de nouveau leurs contacts du monde criminel, cette fois à propos de Carl Tucker. Personne ne le connaissait. Ils se tournèrent ensuite vers l'enquêteur chevronné Martin Coleman de la police de Boston. Ce Tucker était discret. On ne savait rien de lui. Il avait une entreprise de revêtement d'aluminium et de fenêtres à Boston. Il était propriétaire de l'immeuble. Mais son passe-temps consistait à voler des fourgons blindés et à recueillir des informations sur ces fourgons. Tout cela n'était pas suffisant pour faire subir un interrogatoire à Tucker. Il n'y avait aucun témoin des crimes et le suspect n'avait pas fait de déclaration compromettante. Tout ce dont on disposait, c'était les déclarations de Greg Hicks, selon lesquelles il aurait donné les véhicules volés à Tucker. Les agents prirent Tucker en filature pour en apprendre davantage sur lui. Selon des sources confidentielles, les auteurs de ces vols avaient l'habitude de fréquenter un bar de Boston. Les enquêteurs essayèrent de découvrir l'identité des complices de Tucker. Au bar, ils aperçurent Fred Rogan, déjà connu pour avoir commis des vols de banque. Rogan avait des liens avec un voleur que Crawford connaissait déjà fort bien. J'avais entendu parler de Rogan dans les années 70. Il avait été soupçonné pour le vol de Braintree, pour lequel on soupçonnait également Richie Harold. J'avais fait des opérations de surveillance dans les années 70 et j'avais vu Richie le rencontrer. À une occasion, je crois, je les avais aperçus en train de surveiller une banque de Quincy, au Massachusetts. Si Fred Rogan était mêlé aux 2 vols de fourgons blindés, cela expliquait pourquoi les voleurs avaient des plans si précis.
Près de 2 ans après le vol de Weymouth et 2 mois après celui de Fitchburg, les agents disposaient enfin de suspects. La question maintenant était de savoir si les agents pourraient les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Deux vols de fourgons blindés perpétrés à 16 mois d'écart avaient permis à un gang de voleurs de mettre la main sur 1 800 000 $. Lors du premier vol commis le 22 décembre 1987, le gang n'avait laissé aucun indice derrière lui et emporté un butin de plus d'1 million de $. Il s'agissait d'un des plus importants vols de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Le second vol n'avait pas été aussi profitable, et de plus, les voleurs avaient commis une erreur. Ils n'avaient pas complètement détruit la voiture ayant servi à leur fuite. Grâce à son numéro d'identification, les policiers se retrouvèrent sur la piste d'un certain Carl Tucker. Tucker avait l'habitude de fréquenter les mêmes bars que Fred Rogan, le protégé d'un dangereux voleur de fourgons blindés, maintenant mort, Richie Harold. Les agents descendirent dans les rues de Boston et demandèrent à leurs contacts du monde criminel des informations sur Tucker et sur ses éventuels complices. L'enquêteur Martin Coleman du service de police de Boston faisait partie du groupe d'intervention du FBI qui enquêtait sur ces vols. On avait une bonne idée des individus capables de commettre ces vols de fourgons blindés. On a alors examiné les dossiers de nos suspects habituels. L'un de ces suspects était Steve Farrell, déjà condamné pour des vols similaires et qui avait été relâché de prison quelques semaines plus tôt. Il ne pouvait pas avoir participé à ces vols, mais il connaissait peut-être l'identité des coupables. Il avait lui-même attaqué des fourgons. Un jour, cet employé d'une entreprise de transport d'argent était parti avec l'un des fourgons blindés. Farrell donna rapidement aux enquêteurs une information précieuse. Je lui ai demandé qui, à son avis, étaient les voleurs qui avaient attaqué ces fourgons blindés. Farrell répondit que Carl Tucker était sans doute mêlé à ces affaires. J'étais abasourdi, d'autant plus que je ne lui avais pas dit que Tucker avait passé la commande des voitures volées. J'ai organisé une rencontre entre l'agent spécial Jim Crawford, lui et moi dans un restaurant au cœur du quartier chinois. On a interrogé notre contact avec beaucoup de prudence. Seulement 2 personnes connaissaient son existence pendant cette enquête. Il y avait moi d'abord, pendant des mois, et ensuite l'enquêteur Coleman. Steve Farrell déclara qu'il connaissait Carl Tucker plutôt bien pour l'avoir fréquenté dans le monde interlope de Boston. Ils n'avaient toutefois jamais fait de vol ensemble. Il ajouta que dans la rue, on avait surnommé Tucker le roi et qu'il blanchissait son argent par le biais d'entreprises en règle. L'aide de Farrell donna un gros coup de pouce à l'enquête. Ces informations étaient fiables et il voulait faire arrêter le gang de voleurs. Il proposa même de travailler comme informateur pour le FBI afin de recueillir davantage d'informations sur Carl Tucker. Farrell expliqua que sa santé était fragile en raison de problèmes cardiaques et qu'il voulait se racheter pour ses crimes avant qu'il ne soit trop tard. Les enquêteurs étaient inquiets pour la sécurité de Farrell et ils l'informèrent qu'il devrait aller vivre ailleurs et être sous la protection de la police une fois l'enquête terminée. Malgré tout, Farrell était prêt à risquer sa vie. Il ne tarda pas à établir un contact avec Carl Tucker. Ils se connaissaient bien tous les deux. Ils connaissaient bien le milieu et se faisaient confiance. Mais dans le monde interlope de Boston, la confiance a des limites. Tucker met du temps à s'ouvrir. Il est toujours demeuré très calme. Il n'a jamais dit à Tucker qu'il avait travaillé pour une entreprise de fourgons blindés. Il ne lui a jamais mentionné le nom des autres membres du gang. Et ça s'est poursuivi comme ça pendant un bout de temps.
Farrell mentionna qu'il avait besoin de trouver un travail en espérant que Carl Tucker l'intégrerait aux autres membres du gang. Mais Tucker était bien trop prudent pour mordre à l'hameçon. On n'allait nulle part. Finalement, on a dit à Farrell de dire à Tucker qu'un de ses proches était conducteur de fourgon blindé. Tucker parut intéressé. Il demanda à Farrell s'il pouvait se servir de ses contacts au sein de cette entreprise de fourgons blindés pour obtenir des informations qui pourraient être utiles à un voleur de fourgons blindés professionnel. On ne donne pas les clés du fourgon, mais c'est tout comme. On indique où se trouvera le fourgon, à quelle heure et combien d'argent il contiendra. Farrell promit à Tucker de faire de son mieux pour obtenir ces informations. Les agents du FBI obtinrent l'approbation du bureau du procureur pour fournir à Farrell ces informations qu'il remettrait à Tucker. C'était une chose à laquelle il fallait soigneusement penser et consacrer beaucoup de temps. Quand on aurait donné ces informations au suspect, il fallait s'assurer que le fourgon blindé respecterait son itinéraire comme d'habitude et qu'il ne ferait pas l'objet d'un vol par nos suspects ailleurs que là où c'était prévu. Les informations transmises concernaient l'itinéraire du mardi d'un fourgon blindé. Le sort en était jeté. Le plan fonctionna. Tucker cessa de se méfier de Farrell quand ce dernier lui remit les informations. Everything good? Les techniciens du FBI installèrent du matériel d'écoute dans la voiture de Farrell afin de capter les conversations de plus en plus ouvertes de Tucker avec l'informateur. Le suspect commença à s'ouvrir à Farrell à propos de sa façon de procéder. You splitting it up even? Pretty much. Mais Tucker était toujours vague quand il s'agissait de parler des détails de futurs vols. Par le biais d'opérations de surveillance, on découvrit peu à peu qui étaient les complices de Tucker. C'étaient des hommes bien connus du FBI, notamment James Murphy. James Murphy déclarait souvent qu'il savait tout des fourgons blindés. Il aimait se vanter. Il disait de lui qu'il était le meilleur voleur de fourgons blindés au pays. Un autre complice de Tucker était Michael Habicht. Michael Habicht était un criminel de carrière. Il avait été en prison pendant la majeure partie de sa vie. Il avait toujours une arme à feu sur lui. C'était un criminel violent et un voleur de fourgons blindés. Les enquêteurs savaient également que Fred Rogan était un vieux pro. Il avait à son actif plusieurs vols de banques et de fourgons blindés. C'était l'un de nos suspects habituels. Il vivait à 200 ou 300 mètres de la scène du vol de fourgon de Waymont. Farrell était tout oreille, tout comme le FBI. Low key. Les agents avaient obtenu l'itinéraire d'une entreprise de transport d'argent qui avait accepté de participer à l'enquête. Une équipe de transport avait même accepté d'aider le groupe d'intervention. Les agents mirent les gardiens en garde. Un gang de voleurs de fourgons blindés avait en main leur itinéraire du mardi. Les agents les assurèrent toutefois qu'ils seraient protégés. On comptait placer un agent du FBI dans le fourgon blindé qui serait ciblé. Celui-ci devait assurer la sécurité des gardiens au cas où la situation tournerait mal ou au cas où quelque chose se produirait avant le moment prévu. Une équipe d'enquêteurs et d'agents suivrait également le fourgon blindé. Au cours des mois suivants, les agents virent les suspects surveiller le fourgon blindé. Tous les mardis, il suivait le fourgon et le chronométrait. Il notait son heure d'arrivée à un endroit et son heure de départ. Il pouvait également voir que les gardiens étaient toujours les mêmes.
C'était intéressant de les voir à l'œuvre, tout en évitant d'être nous-mêmes repérés. Les agents ignoraient toutefois quand les voleurs passeraient à l'action. Ils devaient travailler de longues heures pour rien. Chaque mardi, pendant des mois, on se mettait au boulot à 4 heures du matin et l'on attendait le départ du fourgon blindé. On le suivait alors pendant tout son itinéraire pour s'assurer que les voleurs ne le suivaient pas et qu'ils n'allaient pas l'attaquer au prochain arrêt. En juin 1990, à Methuen, les agents du FBI et une équipe d'intervention se mirent au travail comme tous les autres mardis. Ils virent alors les suspects se préparer à attaquer. Go, go, go! En juin 1990, à Methuen, au Massachusetts, une escouade du FBI surveillait un gang de dangereux voleurs de fourgons blindés. Le gang avait passé plusieurs mois à surveiller le fourgon. Les agents ne savaient jamais si les suspects ne faisaient que faire une répétition générale de leur vol ou s'ils se préparaient vraiment à attaquer. À une banque de Methuen, le gang passa à l'action. Leur véhicule s'est beaucoup rapproché du fourgon blindé. Go, go, go! En voyant ça, nos hommes les ont suivis par précaution. Mais les membres de l'escouade et l'agent spécial Jim Crawford ne tardèrent pas à découvrir qu'il ne s'agissait là que d'une autre répétition. La sécurité des gardiens avait un prix. Stand down, stand down. Carl Tucker, le suspect principal, pouvait découvrir qu'il était surveillé. Le FBI disposait d'un informateur, un ex-prisonnier qui s'appelait Steve Farrell. Celui-ci avait gagné la confiance de Carl Tucker. Grâce au matériel d'écoute installé dans la voiture de Farrell, les agents apprirent que Tucker avait été ébranlé par ce qui s'était passé à Methuen. Il a dit qu'il avait l'impression qu'il s'agissait d'un piège. Il a blâmé notre informateur d'avoir parlé à quelqu'un de leur plan. Notre informateur a répliqué « Qui te dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé ?» Farrell ajouta qu'il ne pourrait pas travailler avec Tucker si celui-ci ne lui faisait pas confiance. Tucker se calma et déclara plus tard à Farrell que son équipe et lui commettraient plutôt le vol à une banque d'Abington. Grâce aux informations et à la disposition des voleurs, ils savaient exactement à quelle heure le fourgon blindé arriverait et quitterait Abington et quel montant d'argent il contiendrait. En quittant Abington, le fourgon blindé contiendrait 2 millions de dollars. Au cours des mois suivants, l'escouade du FBI vit Tucker et ses hommes surveiller le fourgon blindé alors qu'il livrait de l'argent à la banque d'Abington. Les longues heures de travail du mardi étaient un poids pour les enquêteurs et sur les ressources disponibles. On exerçait beaucoup de pression sur nous parce que tous les mardis, la moitié des agents du bureau de Boston travaillaient sur cette affaire. Il y avait l'équipe de surveillance, l'unité SWAT et l'avion. On travaillait tous là-dessus. Préoccupés par la fatigue de leurs hommes et par les dépenses engendrées pour la surveillance des voleurs, les agents demandèrent à leur informateur de dire à Carl Tucker que la succursale de la banque à Abington devait fermer ses portes et que le 9 janvier, le fourgon blindé y recueillerait une dernière somme d'argent assez importante. On lui a attendu cet appât, un bel appât en or. La banque allait fermer et c'était le moment ou jamais de commettre ce vol. Les agents apprirent que Carl Tucker prévoyait une répétition le 9 janvier 1991. Mais cette répétition allait sans doute être un vol.
Ils surveillèrent les membres du gang de Tucker dès les premières heures du 9 janvier. Ils remarquèrent qu'ils étaient déjà actifs avant l'aube, ce qui laissait présumer qu'ils ne se contenteraient pas de faire une répétition. On les a vus transporter des sacs qui, selon nous, contenaient des armes, à en juger par la façon dont ils les manipulaient. On croyait qu'ils allaient enfin passer à l'action et commettre ce vol. Les suspects arrivèrent quelques heures avant l'arrivée prévue du fourgon blindé. Ils surveillèrent les lieux. Ils ignoraient qu'ils n'étaient pas seuls. Les membres de l'escouade spéciale du FBI s'y trouvaient aussi. Les agents identifièrent rapidement les quelques véhicules des suspects. Il y avait notamment une camionnette. L'équipe d'intervention s'attendait à ce que le fourgon blindé soit attaqué dès son arrivée. L'arrestation de ces types présentait de gros risques. On savait qu'ils seraient armés si on se fiait à leur vol précédent. Mais à 10h30, le fourgon blindé n'était toujours pas arrivé. Il était en retard sur son horaire, ce qui est rare dans cette industrie. Les voleurs étaient autant sur le qui-vive que les agents. Les voleurs constatèrent alors qu'ils étaient surveillés et ils tentèrent de s'enfuir. Les agents décidèrent de les arrêter. L'escouade spéciale cerna les véhicules des suspects simultanément. Les agents savaient qu'ils étaient à bord du véhicule, mais ils ignoraient s'ils étaient armés. Ils devaient être prudents. Carl Tucker fut arrêté de même que 2 Irlandais, Michael McNaugh et Stephen Fitzpatrick. Quant au vieux pro, Fred Rogan, il surveillait les lieux près d'une camionnette. Il tenta de quitter les lieux en faisant mine d'être un client de la banque. Mais son stratagème ne fonctionna pas. Dans les voitures des voleurs, les enquêteurs trouvèrent plusieurs objets qui démontraient que les suspects s'apprêtaient à commettre un vol. Des cagoules, des radios à balayage de fréquence et des grenades fumigènes. La camionnette contenait un arsenal assez important pour mener une petite guerre. Le fourgon blindé arriva finalement avec près d'une demi-heure de retard. Les agents demandèrent aux gardiens de leur expliquer ce retard important. Ils ont dit « On a été arrêtés pour excès de vitesse par la police d'État ». J'ai demandé « Qu'avez-vous dit au patrouilleur ?» On lui a dit qu'on allait se faire voler et que le FBI nous attendait. Le patrouilleur ne les a pas crus et il leur a donné une contravention. Finalement, tous les participants à la tentative de vol de fourgon blindé à Abington furent reconnus coupables. Michael Habich écopa de 19 ans de prison. Le plus vieux du gang, Fred Rogan, eut droit à 10 ans et demi de prison. Tout comme les Irlandais Michael McNaugh et Stephen Fitzpatrick. Quant à Carl Tucker, il fut condamné à 19 ans de prison. James Murphy était le seul suspect relié au vol de Fitchburg. Un témoin l'avait vu au volant de la voiture ayant servi à la fuite du gang. Murphy contesta les inculpations et il écopa d'une peine de 65 ans. C'étaient des criminels jusqu'à la moelle. Ils vivaient une vie de criminels et avaient tous commis plusieurs crimes. Ils n'avaient jamais cessé leurs activités. Je crois qu'ils ont arrêté maintenant parce qu'il n'y a pas eu d'autres vols de fourgons blindés. Le principal informateur du FBI, Steve Farrell, a fourni des témoignages accablants qui ont aidé à faire condamner les voleurs. Je dirais que notre informateur s'est racheté. Et j'ajouterais qu'il a vraiment risqué sa vie pour nous. Les enquêteurs du FBI n'ont jamais pu faire comparaître les voleurs pour l'affaire de Weymouth.
Mais si ce sont les voleurs d'Abington qui ont perpétré ce crime, ils en paieront le prix. Car ils devront passer au moins 10 ans derrière les barreaux.